tous et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais animer la table ronde sur le spatial. Je m'appelle Anaïs Lala et je suis consultante en communication événementielle chez BPI France. Le spatial, ça a toujours été un domaine qui interpelle, qui fascine. C'est le symbole qui incarne la pointe de la technologie. C'est le vecteur ultime d'innovation. Pour l'illustrer, on peut notamment penser à la course à l'espace pendant la guerre froide. La France a historiquement aussi joué un rôle important dans le développement du secteur. On pense par exemple au programme Ariane ou au CNES, l'équivalent de la NASA, ou encore à Thomas Pesquet. Nos groupes industriels figurent parmi les acteurs de premier rang mondial si on pense à Arianespace ou à Thales Alenia Space. Le secteur spatial en France est également un moteur économique très important. Il emploie des milliers de personnes et génère des milliers d'euros de revenus chaque année. Par définition, c'est un secteur qui rencontre une compétition acharnée, que ce soit dans la fabrication des lanceurs, qu'on appelle les fusées, les satellites qui orbitent autour de la Terre, ou les infrastructures au sol ou en orbite, dans le but de permettre de trouver de nouveaux cas d'usage spatiaux. Par exemple, la télécommunication, l'observation de la Terre, la gestion des ressources naturelles ou encore la défense et bien d'autres. Le secteur spatial français est en pleine effervescence, porté par l'innovation et l'émergence de nouveaux acteurs. Des startups comme Latitude illustrent cette dynamique. Ces nouveaux entrants apportent une approche agile et stimulent la compétitivité. Elles ouvrent de nouvelles perspectives pour l'industrie spatiale. Leur capacité à innover rapidement et à réduire les coûts d'accès à l'espace en font des acteurs clés de demain. Alors, quels sont les challenges que rencontre cet écosystème ? Quels sont les atouts dans les manches des Français ? Pour en parler aujourd'hui, nous avons deux acteurs clés de cet écosystème. Stanislas Maximin, CEO de Latitude, et Vincent Clos, Thales. Je vais vous laisser vous présenter tous les deux. Vincent ? Honneur au plus jeune, donc Stanislas d'abord. J'allais dire honneur au plus vieux. Stanislas Maximin, je suis cofondateur et PDG de Latitude. On est une entreprise qui a un peu plus de 5 ans maintenant, basée à Reims, environ 180 employés. Je dois aller plus loin sur mon parcours, parce que ça va être très rapide. Tu peux commencer à commencer. Ça fera un bel... un beau... comment dire, voilà... bel oxymore avec toi. C'est très simple, j'ai pas fait d'études, donc j'ai le bac. Et après un an d'égarement en école de commerce médiocre, j'ai décidé de lancer ma start-up pour m'amuser dans le secteur spatial. Voilà. Et toi, Vincent ? Alors moi, je suis un peu plus classique. Donc, je suis directeur du Space Business Catalyst chez Thales Alenia Space. Alors, j'ai commencé peut-être par Thales Alenia Space. C'est effectivement l'une des entreprises historiques du spatial en France, en Europe, dans le monde. On existe depuis, je pense, je regardais un peu l'historique, enfin, années 60, pour vous dire. Donc, ça remonte un petit peu. À l'époque, on était aussi des nouveaux entrants. La différence, c'est qu'il n'y avait pas le même terreau. Il y avait... Enfin, c'était un terrain vierge, en fait, et la France se lançait. La France a été finalement, je crois, le premier acteur européen à s'être lancé dans l'espace, après les États-Unis et l'Union soviétique. Voilà, donc c'était l'époque des pionniers. Maintenant, on est un acteur un peu plus établi. On fait partie du groupe Thales. On est une joint venture avec le groupe Leonardo. On est 8000 personnes de notre côté, sur un groupe de 80 000 personnes. Sur les activités spatiales, principalement la France, l'Italie et puis d'autres pays européens. Et donc de mon côté, au sein de Thales Alenia Space, je m'occupe au sein de la direction de la stratégie du Space Business Catalyst, qui a pour mission en fait d'explorer et de faire émerger les nouveaux marchés du spatial avec les nouveaux acteurs, mais également en interne à travers tout un processus d'entrepreneuriat dont on parlera éventuellement à l'occasion. Et mon parcours, je suis un produit classique français, donc j'ai fait une école d'ingénieur de mon côté. J'ai aussi fait des études plus commerciales après parce que je me disais j'étais au bout de mon côté. Bon, mais voilà, simplement désormais ici présent, effectivement en interaction avec tout le monde des startups, entre un grand groupe, des startups et tous les challenges dont on va parler aujourd'hui.
Merci à tous les deux d'être avec nous, du coup. Et alors, pour bien comprendre le contexte dans lequel s'inscrit notre table ronde aujourd'hui, on va commencer par dessiner un peu un panorama de l'écosystème. Et quand on parle du spatial, on a tout de suite en tête SpaceX ou Starlink. J'ai une question pour vous. Quel est l'impact des US, du coup, sur cette structuration de l'écosystème français et européen? Quels sont les atouts et les difficultés? Stanislas, tu veux commencer? C'est une super bonne question qui mériterait et qui a probablement généré plusieurs thèses dans plusieurs universités. Donc je vais essayer de le résumer à ma façon. Réponse courte, quel rôle ils ont joué? Je pense qu'ils ont une immense partie de la responsabilité du changement structurel et conjoncturel qui est en train de se dérouler en Europe sur l'industrie spatiale. Si on retire SpaceX de l'équation, honnêtement, je pense que ça... On parle de SpaceX. On ne va pas parler de SpaceX uniquement. Si on retire la phase du New Space qui a démarré, la pré-phase du New Space dans les années 90, puis la vraie phase du New Space, la première dans les années 2000, et ensuite celles qui sont arrivées, ça se serait passé. Ça aurait été SpaceX ou quelqu'un d'autre. Maintenant, le fait est que SpaceX s'est transformé en mastodonte. Les autres auraient peut-être été un peu moins bons. Mais je pense que c'était inévitable que les États-Unis, au bout d'un moment donné, qu'il y ait une remise en question du modèle monopolistique aux États-Unis qui se passait sur les lanceurs, puis sur d'autres domaines. Maintenant, la responsabilité de SpaceX est, je pense, très importante. Elle a remis en cause énormément de choses sur notre manière numéro un en tant qu'Européens de collaborer. On remarque que nos méthodes actuelles de travail entre pays européens pour réussir à faire des programmes ambitieux, pour avoir les montants suffisants, ne sont pas optimisés. En tout cas, pourraient l'être plus. Ça, c'est un premier apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est qu'ils sont considérablement plus rapides. Et ça, c'est encore une fois toute une multitude de raisons et de phénomènes qui expliquent ça. Et c'est surtout un phénomène boule de neige. C'est que vous commencez en 2002, côté SpaceX, vous recréez les choses, vous reformez des ingénieurs, etc. Mais du coup, 20 ans après, c'est toutes les autres entreprises qui bénéficient de tous ces talents qui ont été créés. Et puis les talents de la génération 2, de la génération 3, ils bénéficient de toute l'expérience. Enfin, donc c'est vraiment un effet boule de neige que nous, on n'a pas encore eu. Alors qu'on a malgré tout un historique assez extraordinaire de talents dans l'industrie spatiale européenne. Mais pas avec les nouvelles méthodes, pas avec les nouvelles façons de faire. Donc ils sont considérablement plus rapides. L'éléphant dans la pièce, c'est quand même qu'ils ont plus d'argent. Maintenant, il ne faut pas non plus cacher le fait de dire qu'ils ont plein d'argent, c'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Ça, c'est extrêmement facile. La réalité, c'est que quand on regarde les coûts des différents programmes, ils sont considérablement moins chers que l'équivalent qu'on a pu faire en Europe. Le reste a été majoritairement et massivement investi dans Starlink. Starlink, oui, coûte très cher. C'est difficile à copier en Europe. D'ailleurs, on ne le copie pas en Europe. On ne va pas commencer à envoyer 10 000 satellites dans l'espace. On n'a ni l'argent, ni les moyens de les envoyer. Donc, et je te laisserai une petite transition pour Iris Carré que je te laisse. Voilà, c'est gratuit ça. Dont on a besoin. Et maintenant, pour finir, tous ces éléments-là, le fait qu'ils soient devenus les meilleurs, ont fait qu'on est rentré en collision avec le fait que nous, on commençait à pas perdre, mais à stagner dans notre propre, pas sur tous les domaines. On ne peut pas résumer le spatial que sur une seule chose. Mais je vais parler par exemple de la télécommunication et au moins du lancement, on a stagné. On n'a pas été mauvais, mais on a stagné. On est passé à Ariane 5, typiquement dans les lanceurs, très bon lanceur, mais on passait d'Ariane 4, qui était le maître absolu, pour plein de raisons, commerciales en tout cas sur le marché, à Ariane 5. Très beau lanceur encore une fois, mais on a cherché globalement à l'amélioration des performances, à un tantinet améliorer les coûts, sauf qu'on décide qu'en 2014, alors que ça fait plusieurs années que Falcon 9 décolle, et qu'on commence peut-être à se dire que SpaceX est un tantinet crédible, spoiler alert, en 2014 personne ne le disait, on s'est dit on va faire une Ariane 5 mais un peu meilleure. Très bien, elle est légèrement moins chère, on vise une légèrement plus haute cadence, sauf que la cadence actuelle de Falcon 9, chaque année, c'est plus de 120 lancements par an. Nous, si on arrive à 12 côté Ariane 6, c'est extraordinaire. Et il faut qu'on arrive à 12. Mais c'est ce qui garantit notre souveraineté jusqu'à ce qu'on ait une autre solution. Tout ça pour dire que ce qu'on s'est pris, c'est une claque magistrale dans la tête.
Et on se l'est prise bien plus tôt qu'elle ne serait arrivée si SpaceX n'était pas là. Mais on allait se la prendre quoi qu'il arrive. Donc, ce que ça mène maintenant, c'est tous les changements qu'on voit, c'est comment est-ce qu'on change notre modèle industriel européen, notre modèle industriel même local, comment est-ce qu'on renforce notre compétitivité. Et cette fois-ci, non pas en... Et on a deux choix, soit on se rabat uniquement sur l'institutionnel pur, mais c'est se cantonner à long terme à des petits contrats européens, parce qu'on a moins d'argent que la Chine et moins d'argent que les États-Unis. Et je ne pense pas que ça soit la solution, c'est donner tous les autres contrats à tout le reste du monde. Soit on change nos façons de faire et on revient à nos débuts du spatial, qui était du quick and dirty, mais quand même des très belles technologies, réussir à faire des meilleurs programmes que les Américains, qui vont non seulement garantir notre souveraineté parce que ces programmes ne coûtent pas cher, mais qui vont également permettre de garantir une souveraineté à tout un autre tas d'acteurs, en tout cas garantir un produit compétitif à tout un autre tas d'acteurs. Mais pour ça, il faut réussir à prendre des risques, à accepter l'échec. Et on n'y est pas encore. Je pense que beaucoup de nouveaux et anciens acteurs arrivent à prendre des risques, mais c'est loin d'être généralisé. Et voilà. Et puis c'est un domaine extrêmement politique. Donc il y a besoin pas d'une réforme politique là-dessus, mais il y a besoin de réfléchir à la manière dont la gouvernance spatiale européenne se porte, ne serait-ce que la gouvernance spatiale française. Mais tout ça montre également que la claque, on se l'est prise, c'est bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à construire. Et on peut pas tomber plus bas. Et on n'est pas tombé si bas que ça, grâce justement à une assise industrielle massive au niveau européen, des compétences massives, des technologies massives, et le fait est qu'on sait absolument tout faire quasiment sur la chaîne de valeur du spatial. Là, justement, on parle du coup à l'échelle mondiale pour du coup notre écosystème sur le marché d'une deep tech. Vincent, est-ce qu'il y a du sens à parler d'un écosystème français ou du coup il faut mieux aller tout de suite chercher l'Europe ? Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir niveau européen, mais en même temps, ça reste très compliqué. Donc, Stanislas a dit déjà beaucoup de choses, donc je ne vais pas répéter, mais je pense qu'il y a eu un sujet de péché d'orgueil, clairement. Effectivement, si ça n'avait pas été SpaceX, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre. Mais pour la petite histoire, nous, ce qu'on a démarré, c'était 2014, pareil. Et on a démarré des choses en Europe, en France. Je vais revenir à ta question, mais juste pour mettre un point temporel, je vous disais, quand je préparais la table ronde, je regardais entre le moment où on a démarré dans les années 60 et on a commencé à faire des choses qui marchent, entre guillemets, ça a pris 20 ans. Tu citais début des années 2000 pour SpaceX, on est 20 ans plus tard et il y a une hégémonie, etc. Donc je pense qu'on est sur des cycles d'une vingtaine d'années. En Europe, on a plutôt commencé milieu des années 2010, on va dire. Donc avant d'atteindre une certaine maturité, il va peut-être falloir encore un peu attendre, pas trop quand même, pour ne pas se retrouver trop derrière. Mais oui, le sujet en termes d'échelle, etc., de talent, c'est évidemment au niveau européen. Le grand problème, et je pense qu'on le vit au quotidien avec Stanislas, c'est qu'à toutes les échelles, à tous les niveaux, il y a la barrière... Il n'y a pas d'autre mot, géopolitique, qui est très bien pour des choses. Mais pour passer à l'échelle, c'est extrêmement compliqué. Tu me permettras d'utiliser le cas des lanceurs, où il y a une compétition qui était, entre guillemets, censée être fair, je pense, au niveau européen. Mais après, chaque État, derrière, vient quelque part... essayer de changer la main invisible du capitalisme ou du libéralisme, appelons-le comme on veut, ou de la libre compétition. Donc au final, on se retrouve avec plein de bonnes idées, mais fragmentées en fait. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le vrai dilemme. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur la souveraineté européenne, nationale, etc. On va mettre beaucoup d'argent au niveau européen. On le voit au-delà du spatial, on est de plus en plus poreux également avec la défense, donc avec nos collègues, et moi je le vois aussi en mon entreprise qui est quand même très dual. Il y a beaucoup de discours, il commence à y avoir quelques actions, mais il y a une vraie remise en cause à avoir. Par exemple, au niveau de l'Agence spatiale européenne, c'est un modèle qui a très bien marché de redistribution géographique, c'est-à-dire si un pays met 1 euro dans un programme, il récupère 1 euro de travail, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément optimal pour construire les meilleurs systèmes, les plus efficaces, etc. Et c'est difficile, c'est entendable. Si on disait la France met 100 euros
et il n'y a que 2 euros qui reviennent pour faire travailler des Français, c'est pas évident à entendre. Donc il y a des choix, il y a des dilemmes politiques. Les politiques s'emparent de plus en plus du sujet, c'est clair. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc oui, le sujet est au niveau européen, mais on n'a pas encore cassé le code de ce côté-là. Donc on s'affaire côté industriel, hein, les uns les autres, les historiques, les nouveaux entrants. Une bonne chose qu'on a malgré tout en Europe quand même, je voudrais rebondir, c'est ces programmes structurants. Tu parlais d'Iris Carré, etc. C'est pas la panacée selon tout le monde, hein, clairement, mais Galileo, Copernicus, donc Galileo, c'est quand même un système plus efficace que le GPS, meilleur, plus performant. C'est aussi de la souveraineté. Copernicus, c'est le programme d'observation où vous avez des images gratuites. S'il y en a parmi vous qui sont dans l'analyse de données, d'images, etc., vous êtes certainement déjà tombé sur les bases de données gratuites de l'Europe. Enfin, il y a tout un idéal européen unique dans tout le monde. Hein. Les Américains, il n'y a pas d'image gratuite. Les autres nations, on n'en parle même pas. On a cet idéal d'avoir développé des choses absolument extraordinaires. Et on a développé des compétences pour ça. Maintenant, on rentre dans une compétition vraiment de plus en plus féroce. Là, on parle des États-Unis, mais il y a l'autre éléphant dans la salle, hein, dont personne ne parle, mais c'est la Chine. Hein. La Chine, c'est les mêmes compétences, c'est le miroir de ce qu'on voit côté SpaceX, peu ou prou. J'en ai pas autant de preuves, mais on a beaucoup d'indices quand même qu'il se passe beaucoup de choses de ce côté-là. Donc, il y a des vrais choix à faire, politiques. Il y a aussi des renoncements, peut-être, à faire. Et c'est dur quand il faut renoncer, mais ça se passera au niveau européen. Et pour bien comprendre vos activités respectives, là, on a pu bien identifier du coup l'écosystème dans lequel Latitude et TAS est. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des challenges que vous rencontrez individuellement, et notamment Stanislas, où réside la difficulté principale dans le fait de concevoir un lanceur spatial? Sacrée question. Nouvelle thèse. Là, j'en ai qu'une. Tu me dis, si j'en ai qu'une, j'en ai qu'une. La difficulté principale? Principale. T'as le droit d'en avoir plusieurs. Hein. Non, mais non, parce que sinon, je vais te faire une liste à l'après-vert. Donc non, il faut me limiter. Qu'une seule. Il faut me limiter. Non. Oh là là, la difficulté principale. Ou alors les principaux défis que tu as rencontrés à date. Ouais, je vais faire ça et je vais en garder quelques-uns, voilà. Le top 3. Parce que la difficulté principale, elle évolue. Enfin, tu me donnes 6 mois et je vais encore changer d'avis parce que je ferai face à un autre problème. Les difficultés, le top 3 des choses qu'on a rencontrées qui sont les défis les plus difficiles. Numéro 1, c'est le facteur humain. Et c'est toujours le facteur humain. On fabrique des fusées, certes, mais l'actif principal chez Latitude, c'est tous les humains qui y travaillent. C'est 180 personnes. Et un peu plus. Désolé à ceux qui ne sont pas dans les 180. Et c'est sans parler aussi de tout le facteur humain, d'ailleurs, qui ne sont pas dans l'entreprise, mais c'est les centaines de personnes qui travaillent pour nos partenaires, etc. Justement, parlant des partenaires, ils font partie du facteur humain également. Donc ouais, le facteur humain, trouver des personnes, c'est pas difficile. Hein. Dans le spatial, surtout en ce moment, je veux dire, on reçoit des centaines de CV pour chaque offre. C'est pas difficile. Par contre, trouver la pépite sur chacun des postes qu'on ouvre, ça prend beaucoup de temps. Et il nous a fallu beaucoup de temps pour arriver à bien identifier ce qu'on voulait, bien identifier notre culture, notre philosophie, et du coup pouvoir choisir les bonnes personnes et les intégrer dans une équipe complète. Ça, c'est le premier point. Le deuxième gros défi, je ne vais pas citer le principal, financement, paf, c'est mis de côté. Je veux dire, tout le monde en souffre, c'est en effet très compliqué, mais je ne vais pas aller plus loin dessus. La complexité du développement du produit qu'on fait. C'est un produit qui est compliqué. En fait, c'est un produit qui est compliqué non pas parce qu'il est scientifiquement compliqué. Typiquement, chez Thales, ils font des choses où peut-être que ça va mener nulle part. C'est-à-dire que scientifiquement, ils ne savent pas si ça peut marcher jusqu'au bout. Nous, on fait des fusées. C'est très simple, une fusée, sur le principe de base. Par contre, réussir à la faire fonctionner, encore une fois, dans une limite de temps, une limite d'argent à dépenser, dans une certaine rentabilité, ça, c'est super dur. Et surtout quand c'est petit. Une petite fusée, c'est très dur à faire, parce qu'on est limité par les performances. Donc cette partie-là, c'est très compliqué. Vous devez développer plusieurs systèmes en parallèle, ce que le monde Ariane ne fait pas. C'est séquentiel. Or, développer toute une structure qui doit résister à des charges en vol quand les moteurs ne sont pas définis, bon courage pour développer vos structures.
Vos charges, elles vont changer. Donc, c'est tout développer en parallèle, gérer toutes les interactions entre le système, et ce, avec une entreprise qui est composée de personnes qui ont de l'expérience, mais ça ne veut pas dire que l'entreprise a de l'expérience en elle-même. Ça, c'est super dur également, et donc on fait face à plein de surprises. Et globalement, tout va mal se passer. Il y a des choses qui parfois se passent bien. Ça nous est arrivé de tester des trucs du premier coup qui fonctionnaient. On prend. Mais statistiquement, ça va mal se passer. Et donc, il faut le prévoir, ça. Il faut l'anticiper. Et le dernier point, sur mon top 3... Si je peux t'aider, j'ai une question. Dans Vas-y. la course à l'espace, comment s'organise aussi la compétition ? C'est pas la plus grande de mes difficultés, mais je vais y répondre quand même, parce que bon, j'ai dit le financement, et en réalité, le financement est une de nos principales difficultés, donc je le compte quand même dedans. Comment s'organiser la compétition ? Elle est top, c'est bien, c'est parfait. Il n'y a rien de plus, il n'y a rien de mieux qu'une compétition et de se sentir traqué par les autres, de vouloir battre son compétiteur, de chercher quelles sont ses défaillances, comment convaincre le client. C'est génial, ça permet d'adapter le produit. Ce que je dis pas, c'est qu'on on adapte le produit au fur et à mesure, mais pendant son développement, pour rester adapté aux besoins des clients. Et ça, c'est super important. Moi, je fais pas un produit pour faire un produit. Enfin, la fusée, c'est cool. Mais mes investisseurs, ils m'ont pas subventionné pour faire des fusées parce que ça les amuse. Non. Ils veulent avoir une boîte rentable. Et donc, pour avoir une boîte rentable, il faut vendre un service, en l'occurrence, parce que nous, on vend pas des fusées, on vend un service de lancement. Et là-dessus, je pense que c'est d'ailleurs de nos principaux avantages. Donc, sur la compétition, c'est qu'elle nous permet de faire ça. C'est qu'on passe un temps accru avec nos clients à également analyser les valeurs ajoutées de nos compétiteurs et de rentrer dans le détail. C'est-à-dire non seulement sur l'offre, mais également techniquement, savoir factuellement ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ça nous pousse. Et en fait, ça nous pousse, et on pourrait croire que ça pousse que les gens au top niveau de l'entreprise qui passent du temps avec les compétiteurs qui se rencontrent en salon. Non, moi, c'est principalement, c'est les gens dans ma boîte, c'est les ingénieurs, etc., qui disent non, mais là, désolé du terme, ça fait chier, faut qu'on tire un moteur, quoi, parce que eux, sinon, s'ils passent devant, on va péter un câble. Mais même eux, ça les motive. Mais je trouve ça génial. Si les mecs se couchent pas la nuit, enfin dorment pas la nuit, alors si, faut qu'ils dorment la nuit, parce que en ce moment, bon bref. Mais je veux dire, si ça les énerve, si ça les frustre de se dire, faut qu'on soit meilleur que telle boîte, etc. C'est génial. Mais enfin, je veux dire, n'importe qui ici qui a fait du sport le sait très bien. Si vous faites du sport de compétition, en tout cas, vous vous battez pour passer devant. Oui, c'est stimulant. Bien évidemment, vous n'allez pas donner votre vie, etc. Et vous bossez 50 heures, 60 heures par semaine pour être OK si tu finis deuxième à la course à pied. Non, tu pètes un câble. Moi, mes ingénieurs, ils pètent un câble. Donc, mais c'est bien, c'est sain d'une certaine manière. Ça pousse la compétition. Maintenant, il faut le faire dans un cadre également politique, géopolitique, un cadre financier. Mais la compétition est très bonne. Voilà. Merci. Et Vincent, côté grand groupe, en tant qu'acteur historique, comment on peut s'adapter, comment TAS s'adapte du coup à cette évolution, à la compétitivité ? Ouais, peut-être je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure. En fait, en 2014, on sentait SpaceX qui arrivait justement côté lanceur. Et on avait observé nos petits copains qui, quelques années précédemment, ignoraient... Il y a 2 grandes conférences dans l'année, en fait, dans le spatial, dont une à Washington, l'autre à Paris, qui était il y a quelques jours. Et à Washington, vous avez, un peu comme ici, vous avez des stands, et selon la taille de l'entreprise va avoir des stands plus ou moins gros. À l'époque, Elon Musk, qui était un inconnu total du grand public, avait une table, peut-être la taille de ces 2 tables réunies. Et il expliquait qu'il allait faire une fusée réutilisable. Et tout le monde lui riait au nez, évidemment. 2014 et un petit peu avant, on commence à voir Falcon 9 qui arrive, etc. Et nous, côté Thales Alenia Space, le parti qu'on a pris, ça a été de se dire, OK, il y a des nouveaux acteurs qui ont cette capacité, de par leur taille, à être ultra agiles, ce qui n'est plus vraiment le cas pour nous dans l'absolu, parce qu'une boîte de 8000 personnes qui livre des projets à plusieurs centaines de millions d'euros, vous imaginez que le gars qui fait du développement logiciel, il ne peut pas faire du programme, il ne peut pas faire le commercial, etc. Chacun a un rôle. Donc la question qu'on s'est posée, c'était
comment on va justement être pertinent par rapport à tous ces nouveaux acteurs qui arrivent. Il y avait SpaceX et il y en avait plein d'autres. Donc 2014, ce qu'on a décidé de faire, ça a été d'organiser à l'intérieur de la boîte différemment toute l'approche sur l'innovation de rupture. Donc l'innovation de rupture, on va dire que c'est les projets classiquement portés par les startups désormais. Mais dans notre état d'esprit, c'était de se dire on est tout autant pertinent, il faut qu'on s'organise différemment et qu'on travaille différemment et qu'on travaille avec les nouveaux acteurs. Donc 2014, on a mis en place en interne cette façon de travailler avec un réseau qui finalement s'appuyait pareil sur des gens qui avaient déjà des jobs, etc. Bon, nous, on fait encore plus attention à ce que les employés ne travaillent pas trop la nuit. Mais c'était ça aussi l'idée, que les gens puissent, au-delà de leur job quotidien, travailler sur toutes ces nouvelles idées et puis travailler avec ces nouveaux acteurs. Donc petit à petit, on a mis en place toutes ces activités avec un réseau en interne de 10% de la population, 800 personnes qui sont associées à toutes ces activités d'innovation. Donc qui ont des jobs à côté, encore une fois, c'est des programme managers, c'est des ingénieurs logiciels, des qualiticiens, mais qui prennent du temps en plus pour travailler sur des nouvelles idées, etc. Donc ça, c'est la partie interne et qui se cristallise côté Space Business Catalyst sur tout ce qui est intrapreneuriat. Donc on a tout un système de start-up interne qu'on a mis en place pour justement garder, on va dire, un certain momentum et pas être complètement décroché sur les nouvelles idées et au contraire être plutôt dans le peloton de tête. C'est ça l'idée. Donc on va avoir par exemple, début des années 2020, on a eu une équipe qui a commencé à travailler. À l'époque, on travaillait beaucoup sur tout ce qui était transformation digitale dans les entreprises. Nous, ce qu'on a regardé, c'est comment on va faire du business avec le digital dans l'espace. On a été dans les tout premiers à lancer la première démonstration de edge computing dans l'espace. Donc, calcul au plus près des capteurs et tous les use cases associés. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a teamé à l'époque, on a réussi à ramener Microsoft avec nous, qui n'est pas le premier des acteurs et qui traditionnellement ne va pas travailler avec des acteurs comme nous, clairement. Et le deuxième volet, à côté de toute cette partie intrapreneuriat, pour rester pertinent, ça a été de beaucoup plus être en mode écosystème. Et j'insiste sur le mot écosystème. Ce n'est pas le grand frère qui va expliquer aux petits. En plus, il est plus grand que moi, donc je ne peux même pas le dire. Il est plus grand. Mais vraiment cette idée, on est tous ensemble dans l'écosystème et comment 1 + 1 va être largement supérieur à 2. Donc on le fait de différentes manières. Dans un grand groupe, la difficulté numéro 1, alors ça va me permettre de répondre au passage à ta question Anaïs, mais c'est vraiment le facteur humain. Donc le facteur humain sur ce sujet de travail avec les startups, c'est le décrochage culturel qui s'est créé au fil des ans. Donc c'est identifier les bonnes personnes, ça revient au réseau dont je vous parlais tout à l'heure, les 10%, les 800 personnes dans l'entreprise sur lesquelles on s'appuie, qui nous permettent d'avoir des conversations un peu pertinentes quand on discute avec les startups. Donc on va avoir des activités très traditionnelles avec les startups, tel programme, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Par exemple, pour donner un exemple, la station spatiale privée Axiom, qui est la première station spatiale privée au monde, américaine. On est leur premier fournisseur, donc on leur fournit les premiers modules habitables qui vont se connecter à la station spatiale internationale. Pour vous donner une idée, c'est des projets à plusieurs dizaines de millions d'euros. On arrive à être pertinent pour que des startups viennent acheter chez nous. Évidemment, dans l'autre sens, on va acheter auprès des startups. Et puis, il y a 2 choses spécifiques, je dirais, dans ce qu'on peut voir certainement ici dans les environnements start-up qu'on a mis en place. On a remis au goût du jour Thales Corporate Venture, qui est le Corporate Venture Capital du groupe Thales, qui a cette intelligence de donner une autonomie assez forte aux différentes entités, y compris Thales Alenia Space, pour investir dans des start-up du spatial. Ça, c'est un moyen de renforcer la proximité, mais aussi de prendre le pas sur les nouvelles tendances. Je vais juste vous citer un exemple parce qu'il a été dans la presse la semaine dernière. C'est Space Cargo Unlimited, dans lequel on a investi en seed, en amorçage, et qui vient de lever 26 millions d'euros. Derrière, il y a plein d'activités industrielles qui ont démarré entre nos 2 entreprises. On va continuer.
Et puis le troisième axe, c'est l'accélération industrielle. Donc c'est atypique pour un grand groupe, mais c'est nécessaire dans un environnement aussi compétitif et complexe en France, en Europe, dans le monde. Cet accélérateur industriel, là aussi, le mot-clé, c'est l'humain. Et donc, ce qu'on fait très simplement en France et en Italie, Turin, Toulouse, on accueille dans nos locaux, dans nos usines, des startups de manière assez asynchrone, mais quand leur sujet nous plaît, on les fait venir, entre guillemets, et on travaille ensemble, on réfléchit à leurs idées. Ça peut être des technologies, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être leur marché, je vous donnerai un exemple juste après. Et l'idée, c'est de regarder ensemble comment on va aller plus loin. Je vous prends un exemple pour illustrer tout ça. Orbital Matter, start-up germano-polonaise qui travaille sur l'impression 3D directement dans l'espace. C'est une première mondiale, ça n'existe pas à date. De notre côté, c'était un sujet typiquement en tant que grand groupe qui a des actionnaires qui tous les 3 mois doivent rendre des comptes. Ce n'est pas le premier sujet sur lequel on va investir. Par contre, on a des experts. On a des idées sur l'utilisation également. Donc l'idée, ça a été de travailler ensemble pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, etc. Comment on peut tester ça rapidement. Pour nous, ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça fonctionne. Et pour eux, c'est finalement d'aller plus vite. Et très concrètement, quand ils sont arrivés en septembre 2023, ils voulaient faire leur premier essai en vol en 2026. En travaillant ensemble, ils étaient sur le vol inaugural d'Ariane 6 à l'été 2024. Ils ont gagné 2 ans. On commence à voir ce qu'ils peuvent faire ensemble. Donc voilà, toute une palette d'activités. Et la clé derrière, alors on est 8000 et on est un grand groupe, donc je pense de l'extérieur, pour ceux qui n'ont jamais travaillé dans un grand groupe, l'idée c'est ça doit filer droit, etc. C'est presque aussi compliqué qu'une boîte de 180 personnes. Il faut avoir les bonnes personnes autour de soi, il faut passer du temps, beaucoup de changements culturels. Et puis aussi, c'est du dialogue. C'est pas on a la vérité et on sait tout, que ce soit versus les startups, versus l'interne, etc. Voilà. L'importance de l'humain. Beaucoup de défis à relever. Et selon vous, quels sont les moyens, si on parle de leviers plus financiers, qui sont mis à disposition aujourd'hui pour avoir accès au succès? Des focus de leviers financiers plus stratégiques, des logiques de partenariat, par exemple, des courses au financement public ou privé? Stanislas? Oui, il y en a beaucoup des leviers. Bon, ça va dépendre. Ça dépend des startups, etc. Je vais prendre la mienne, pour exemple. Aller au lancement, ça nous aura coûté, ça va nous coûter, parce qu'on n'a pas dépensé la totalité, environ 110-120 millions d'euros depuis le début du projet. C'est environ la somme pour tout le monde. Et après, on a l'industrialisation, c'est encore 60 millions d'euros, mais ça c'est plutôt du CAPEX. Et globalement, là-dessus, la majorité a été, historiquement, et va être financée en levée de fonds, donc en capital privé, avec des acteurs divers et variés en France et en Europe. Maintenant, on a toujours réussi à faire des sortes de baumes, pas multiples, mais des belles utilisations de ces capitaux propres. Bon, à travers forcément France 2030, qui a été déployé aussi dans le spatial, 1,5 milliard, dont 1 milliard pour les nouveaux entrants. Via aussi, c'est toujours du France 2030, mais les contrats qu'on a pu avoir institutionnels avec le CNES, récemment le Fonds européen de défense. Puis il y a d'autres choses. Si on va... Bon, je dis qu'on fait du cooking dirty, mais ça nous arrive de développer des technologies assez uniques. Donc on a aussi remporté, on est lauréat de l'EIC Accelerator, qui au niveau européen, c'est un taux de succès de 3 à 7% chaque année. Donc voilà, c'est des sous et c'est un investissement possible également de la Banque européenne d'investissement. Donc des leviers, il y en a énormément. Le fait est que la boîte, des projets comme le mien et comme d'autres où vous avez besoin de dépenser beaucoup d'argent pour aller au premier lancement, en tout cas au lancement du produit, c'est plus compliqué que d'autres, mais vous serez quand même majoritairement financé en argent privé. C'est pas, je vais citer le grand gourou, le chef absolu Nicolas Dufour, qui a parfaitement raison quand aux assises du New Space, il a dit la première édition, si je dis pas de bêtises, il a dit nous on a fait notre job. Je veux dire, c'est pas à nous d'aller subventionner toutes les startups et d'être actionnaires majoritaires chez vous. Et il a parfaitement raison. BPI a fait plus que son job.
plus que là on les attendait. L'État aussi, la DGE, le CNES aussi. Donc, je veux dire, maintenant, c'est à tout le monde de trouver son modèle. Là où est l'enjeu maintenant, vraiment, si on veut trouver des leviers, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des leviers dans l'investissement privé, à donner plus envie à des grandes fortunes, à des entreprises, pas forcément que du spatial, mais aussi du spatial, parce qu'on a Thales, du coup je ne peux pas donner l'exemple, parce que c'est les seuls à vraiment faire leur job là-dessus, mais il y a d'autres entreprises qui vont pas aller justement avoir ce genre d'initiative. Et je pense que ça freine d'ailleurs la collaboration future entre les nouveaux entrants, les startups, les nouveaux entrants et les grands groupes dans le spatial. Donc le levier doit être fait majoritairement là-dessus. Parce que, bon, nous, on commence à avoir des contrats, mais c'est vrai que ça a été la traversée du désert pendant longtemps. Le client, il ne va pas aller acheter un contrat d'un produit qui est cher, qui représente une bonne partie de son cash, 3 ans à l'avance sur un produit qui n'a pas encore été lancé. Donc voilà. Et côté grand groupe, Vincent, est-ce que c'est les mêmes leviers? Est-ce qu'il y a des leviers plus spécifiques financiers? Alors c'est vrai qu'historiquement on est en place, hein, comme on dit. J'ose espérer. Non mais voilà, avec tous ces changements qui sont arrivés, effectivement tu citais France 2030, etc. Bah, il y a aussi eu, et ça c'était, si je prends l'image en fait, précédemment dans le spatial, contrairement à d'autres industries, tout était pour les grands groupes et quelque part derrière c'était les supply chains, etc. Il y a eu des initiatives en France, mais pas que, et je reviendrai peut-être sur les autres, mais pour dire, on change totalement le levier et on va complètement plus du côté des startups, on va pousser pour justement qu'à la fin, le pendule se rééquilibre au milieu. Donc ça a été France 2030 avec un petit pourcentage. Hein. Je pense qu'à l'époque, c'était 3% des effectifs dans le spatial français qui étaient dans les startups à l'époque, qui prenaient 1 milliard sur 1,5 milliard pour développer la R&D, etc. Bon, ça a été le choix et c'est comme ça. Mais ça veut dire que nous, de notre côté, on a dû se réinventer effectivement pour continuer à se développer, etc. Et c'est ce qui nous a amené aussi, par exemple, sur la partie accélération dont je vous parlais juste avant. Il n'y a pas de mystère. Hein. À un moment donné, quand vous êtes un acteur qui est en place, qui est installé, naturellement, on est tous humains. Si vous ne prenez pas un grand coup dans le derrière, vous n'avez pas forcément tendance à bouger naturellement. Donc le job a été fait. Hein. Je reprends ce que tu disais de Nicolas Dufour. Maintenant, l'idée, c'est ça se passe peut-être à un autre niveau, que ce soit pour les grands groupes ou pour tout le monde. La tech en général, en Europe, je ne sais plus qui me le disait encore ce midi, le gros problème, c'est que les fonds d'investissement, les fonds de pension européens, c'était Jean Schmitt de Jol Capital. Certains d'entre vous le connaissent peut-être, hein, fonds d'investissement. J'espère qu'il ne m'en voudra pas de le côté, mais je crois qu'il le dit régulièrement. Les fonds de pension européens ne font pas confiance à la tech européenne. Ils préfèrent mettre l'argent dans la tech américaine. Et c'est facile, hein, encore une fois, de repousser le sujet. Je pense que Stanislas a été très sympa, mais on a encore beaucoup, on a toujours des choses à faire en tant que grand groupe. Mais de manière plus systémique, vous voyez bien, j'imagine beaucoup d'entre vous suivent la tech en général. Les mises en bourse, ça ne se passe plus en Europe. Il y en avait un petit peu avant, même à Londres ou à Francfort. Maintenant, c'est aux US que les boîtes vont. Klarna, Suède, etc., ils ne vont pas... voilà. Donc, je pense vraiment le sujet financement, il nous touche tous. Ça serait bien que ceux qui ont vraiment l'argent derrière fassent aussi leur job. Nous, du côté de notre industrie, on a des choses à faire, mais plus macroéconomiquement, ce serait bien que ça soit un peu plus largement fait. Un dernier mot sur les institutions européennes, quand même, parce que tu parlais de l'EIC, etc., compagnie. Tu disais que la BPI, effectivement, a estimé avoir fait son job. Je pense qu'au niveau européen, tout à l'heure, je parlais un petit peu de tout ce qui est retour géopolitique, etc. Les gens qui font le job au quotidien, il n'y a pas de sujet. C'est vraiment plus les politiques qui prennent des décisions politiques où il y a un vrai sujet sur ces dossiers-là de répartir de manière peut-être un peu moins efficace
l'argent, où on peut encore se poser des questions. Parce que je finirai juste, il ne faut pas les oublier, l'Agence spatiale européenne, qui également aide beaucoup l'écosystème avec des contrats d'ancrage, etc. Donc tout le monde joue le jeu, je pense, dans l'industrie. Après, il y a des décisions politiques qui ne concernent pas que le spatial qu'il faudrait prendre. Voilà. Ouais, je vais juste rebondir juste sur ça. La plus grosse opportunité qu'on a, c'est qu'on se dirige quand même vers des budgets européens plus importants que jamais. Alors bon, la France à la ministérielle, ça va pas être ça. Mais ça va être probablement compensé par l'Italie et l'Allemagne. Donc ce ne sera pas pour nos entreprises françaises, mais c'est la vie. On est dans une passe financière budgétaire moins facile. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'opportunité. Et puis on a surtout un nouveau gros entrant. C'est qu'on entre dans 2 ans dans un nouveau cadre financier européen, où clairement l'objectif est d'aller chercher énormément de budget pour le spatial. Et ça sera un vrai changement. Déjà parce que la Commission européenne n'est pas soumise aux règles de retour géographique. Oui. Et puis je pense que même l'ESA est en train de faire évoluer son modèle. Donc ça, c'est malgré tout, on se dirige vers des années où le spatial a été bien compris, son importance, et donc où les institutions vont avoir besoin de beaucoup plus de produits, de services, et vont aller les acheter. Et justement, tu viens de me faire la transition, Stanislas, alors merci. J'allais vous demander quelles sont les perspectives de la filière du spatial, selon vous. Si on veut être optimiste, qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir apparaître dans les prochaines années ? Bah oui, on va être optimiste. Comme je disais, on s'est pris une claque, maintenant on se relève. On va être optimiste. Numéro 1, énormément de nouveaux entrants au cours des 10 dernières années en Europe. Et pas qu'en France, hein, dans tous les pays. Et même dans des pays qui vous surprendraient, hein, la Pologne, la Lituanie, etc. On a des quasi-leaders mondiaux qui se sont créés, sur leur domaine, hein, mais qui se sont créés dans ces pays-là. Donc, premier point. Deuxième point, on a notre historique. Je l'ai déjà dit, mais les milliers de talents qui travaillent dans le spatial depuis des années, qui ont été formés dans des grands groupes, formés dans les meilleures écoles d'ingénieurs au monde, et surtout sur toute la chaîne de valeur. On a parlé de l'aspect financement, enfin de l'aspect plutôt cadre financier futur en Europe également, qui est une très belle opportunité. Enfin, on a l'arrivée des nouvelles méthodes. On va dire que je pense que ce qu'apportent les startups, certaines PME qui se réinventent également, ETI, etc., et puis certains grands groupes aussi, bien évidemment, dans des programmes, ça apporte des manières de se réinventer dans les méthodes d'ingénierie, dans les manières de faire, dans l'approche du risque, ce qui va mener également les agences spatiales à se réinventer. Elles l'ont déjà démarré, en tout cas, je peux le dire au niveau du CNES et au niveau de l'ESA également. Et je parlais de cet effet boule de neige de SpaceX. Qu'a entraîné SpaceX, eh bien, ça va se passer également pour l'Europe. C'est juste qu'on est au début. Tu l'as dit, c'est des cycles peut-être de 20 ans. Allez, on va dire que les vraies premières startups, en tout cas aujourd'hui, qui sont très grosses, en Europe, 2016, 17 peut-être. Donc on n'est pas encore à déjà les 10 premières années, et c'est au moins un cycle nécessaire pour avoir formé des ingénieurs qui sortaient d'école et qui arrivent avec les nouvelles méthodes, etc. Donc bon, ça va venir, mais on est en train de créer notre effet boule de neige également, et on va en tirer les bénéfices dans les prochaines années. Et au-delà de ça, beaucoup de nouveaux entrants se sont positionnés sur des nouveaux domaines, sur des domaines qui sont complémentaires aux grands groupes historiques, parce que bon, c'est pas non plus le moment de se faire la guerre sur les mêmes domaines en Europe. Ça serait un peu dommage. Allons chercher des domaines complémentaires, allons travailler ensemble si c'est possible, et puis on en reparle dans 10 ans, mais bon, travaillons ensemble, c'est ce qu'on fait. Enfin, nous, on est complémentaires aujourd'hui des grands lanceurs en Europe. Les petits satellites, les fabricants de petits satellites sont complémentaires des fabricants de plus gros satellites, et il y a besoin des deux. Bref, allons chercher ça. Créons des leaders européens, mais des leaders au niveau mondial, qui sont européens. Et je pense qu'on a les moyens, je pense qu'on a les ressources, je pense qu'on a les talents. La volonté politique, elle est là. Maintenant, il faut qu'elle se construise, qu'elle se consolide. Mais, je veux dire, elle est là. Maintenant, c'est une question d'exécution. Et pour ça, on est une sorte de vallée de la mort, financière, contractuelle, qu'il faut passer. Mais
C'est ce qui fait aussi que c'est la plus belle opportunité spatiale qu'on ait en Europe depuis les probablement 40 dernières années, à minima. Et donc, c'est pour cette fois-ci les potentiels financiers qui nous entendraient, la plus belle opportunité de plus-value de l'histoire du spatial européen. Et côté grand groupe, Vincent, quelle perspective tu vois quand tu regardes devant? Alors, pour compléter, je vais utiliser un gros mot, mais je pense qu'il va être positif. C'est la consolidation. Voilà. Je ne commenterai pas la presse, mais je pense qu'il va se passer plein de choses globalement. Les petits, les moyens, les gros, d'une manière ou d'une autre, il va se passer des choses. Et c'est là justement où on va aussi combiner les forces qu'on a. Donc effectivement, ça fait partie de la vie. Le processus a été retardé à plein de niveaux depuis longtemps, je veux dire, niveau de granularité d'entreprise. Et maintenant, on va pouvoir vraiment avoir des vrais gros champions. Et je pense on commence aussi à avoir des choses positives. Bon, Loft Orbital, qui est franco-américain, première licorne, si je ne m'abuse, côté européen. Voilà, on commence à voir des choses du bon niveau qui arrivent. Effectivement, on parlait des cycles, etc. À la fin, on va y arriver. Enfin, il y a une époque, encore une fois, Ariane était hégémonique dans les lanceurs par rapport aux Américains. Il ne faut pas l'oublier. Encore une fois, il y a eu un péché d'orgueil. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas revenir dans une telle position. Mais effectivement, il faut que tout le monde barre dans la même direction. Je pense que c'est vraiment de plus en plus le cas au niveau industrie, politique et les institutions. Effectivement, tout le monde se met en ordre de marche. Voilà. Donc, si on veut être optimiste, on va y arriver. Mais il y a du travail. Il faut y aller. Rester solidaire et partager la même vision, du coup. Exactement. Merci beaucoup. Et être européen avant tout et français. Oui, parce que si on veut... Enfin bon, c'est bien beau de dire il faut que les politiciens nous donnent une stratégie, etc. Mais à un moment donné, on est des grands garçons, on n'a pas besoin de l'État pour s'habiller le matin ou aller aux toilettes. Donc peut-être qu'en tant que dirigeant, on peut également prendre des risques. Et donc se consolider, par exemple, c'est une décision qu'on prend. Bref, c'est aussi à la responsabilité de l'industrie d'arrêter d'être attentive, d'attendre que l'État lui dise tu fais ça, tu fais ci, et d'aller de l'avant. SpaceX n'a clairement pas attendu de l'État américain de lui dire quoi faire. Hein. Donc ça, c'est aussi ce qui arrive. Et c'est très positif et la consolidation en fait partie. Et sur les politiques, je pense que la question, ce à quoi je faisais référence, c'est vraiment des cas où il y a eu des directions prises au niveau européen, mais qui ont été prises à 180 degrés au niveau des États eux-mêmes derrière. Donc de l'argent, encore une fois, qui a été décidé au niveau européen pour aller sur tel ou tel domaine ou telle entreprise, et derrière, les États qui continuent à pousser sur des activités où, officiellement, ils ne devaient pas aller. Et pour moi, c'est de la perte de temps, de la perte d'argent, etc. Et ça, en tant qu'industriel, eh ben, on a notre lot de responsabilités. Je ne ferai pas de commentaires supplémentaires, mais je pense que si les politiques peuvent nous aider là-dessus, à avoir une cohérence entre les décisions au niveau national et européen, ça sera très bien. Et c'est ça qui nous permettra d'arriver au bout. Un grand merci à tous les deux. Avant qu'on finisse cette table ronde, est-ce que vous avez des questions pour nos deux intervenants ? Merci beaucoup pour la présentation. Je suis Jean-Christophe Long. J'accompagne des entreprises dans leur stratégie dans le domaine du spatial et de la défense. Une question concernant ces consolidations à venir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur l'ensemble de la chaîne, en fait, puis il y a les lanceurs, les satellites et les usages. Est-ce que vous pouvez nous dire si quelque chose est en train de naître à ce niveau-là, en termes de cohérence, notamment au niveau de l'Europe ? Merci. Comme tout à l'heure, je ne pourrai pas faire de commentaires. Merci. Si la question s'applique également à moi, je peux faire des commentaires. J'ai peut-être des infos que tu sais pas, hein. Pas du tout. Non, je ne ferai pas de commentaires sur Thales et Airbus. Par contre, je peux commenter en plus général sur les nouveaux entrants. Ce qu'on remarque, c'est plusieurs choses. C'est qu'il y a une demande au niveau de la fabrication de satellites par les nouveaux opérateurs. Environ 150 opérateurs qui sont solides dans le secteur du New Space, en tout cas qui ont besoin de petits satellites. La demande côté satellite est plus ou moins bien tenue, mais il y a quand même de la tension. Et il y a une tension énorme sur le secteur du lancement.
l'offre de lancement est considérablement dépassée depuis environ 4 ans par la demande de lancement. Et on se retrouve dans des cas où on a des acteurs qui commencent à acheter 2 ans à l'avance. On a des acteurs américains qui sont venus nous voir en disant « Premier vol, deuxième vol, le prix, on s'en fiche, on veut aller dans l'espace. » Parce que juste, on n'a pas de quoi déployer suffisamment de satellites par an. Donc, et on voit même des tendances avec des financiers qui commencent à acheter de la capacité sur le marché pour la revendre. On va commencer à avoir des commodities launch ou des commodities satellites potentiellement. Donc forcément, si vous êtes un opérateur de satellite ou un satellitier qui ont tendance à faire un tantinet plus d'argent que les gens qui font du lancement. Mais ce n'est pas forcément ceux qui ont levé le plus d'argent cependant. Or, la valorisation est importante lors d'une consolidation. Si vous êtes des acteurs comme ça, vous avez peut-être envie de venir en effet acheter ou travailler ou créer une joint venture avec une boîte qui fait des fusées. Il y a une raison pour laquelle Ariane Group est détenue à 50% par Airbus. Je pense. Donc, des raisons historiques, bien évidemment, mais donc ça peut arriver. Ça peut être 2 satellitiers qui se consolident parce qu'ils ont des produits qui sont complémentaires. Ça peut être 2 lanceurs qui se consolident. Puis là, je parle que des lanceurs des satellites parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Mais j'imagine que ça peut s'étendre à plein d'autres sous-domaines du spatial. Donc, ouais, je pense que ça va se passer. Ça doit se passer sous la volonté des acteurs économiques eux-mêmes qui font leur choix et qui optimisent, non pas selon des logiques de géopolitique, mais bien selon des logiques industrielles et de synergie et comment est-ce qu'on crée de la valeur ensemble. Une question là. Ah, c'était la même ? Décidément, vous voulez tous entendre parler de consolidation. Vous avez des messages à nous faire passer ? C'est croustillant, vous avez de l'argent ? C'est vrai. Bonjour. Est-ce que tu as laissé ton vente ? C'est croustillant comme rumeur. Comment vous voyez l'avenir pour un lanceur lourd réutilisable en Europe à l'horizon de 10 ans, 15 ans ? Tu veux que je la prenne celle-ci ? Comme tu veux. Parce que toi, tu es aussi client. Hein. Là, je suis chaud sur celle-là. T'es chaud aussi ? Tu vas attaque, vas-y, j'ai trop parlé, attaque. C'est trop aimable. Je suis curieux de connaître ta réponse, mais... Alors, nous, il y a des thématiques sur lesquelles on commence à travailler, à regarder. C'est encore très exploratoire, mais par exemple, les data centers dans l'espace, pour plein de raisons, alors notamment tout ce qui est développement durable, on regarde effectivement potentiellement ça pourrait être plus intéressant. Il y a aussi tout ce qui est énergie depuis l'espace, etc. Donc des projets qui nécessitent, ou même des structures, des méga structures dans l'espace. Ça a un intérêt d'avoir un méga lanceur, je trouve. Et ça me dérangerait qu'on doive continuer, comme ça a été temporairement le cas avec quand Ariane 6 n'était pas prêt, de devoir s'appuyer sur Starship, sur Elon Musk, pour lancer ces infrastructures. Donc de mon point de vue, ça serait positif qu'il se passe quelque chose en Europe pour avoir un vrai lanceur lourd de la classe Starship. Après, c'est assez public, hein, il y a des appels d'offres pour commencer à y réfléchir côté Agence spatiale européenne. Donc je pense que tout le monde dans l'industrie en Europe commence à y réfléchir. Maintenant, le sujet de mon point de vue, et je vais laisser le vrai expert vous répondre derrière, mais il y a beaucoup de choses qui se sont faites en Europe côté lanceur un peu plus petit. Comment on fait la bascule ? Quels sont les choix à faire maintenant ? Est-ce qu'on est... Enfin, Starship, il va finir par voler assez rapidement. Là, on démarre, je crois, un peu de loin. Comment on arrive à être pertinent pas trop tard ? Ça, c'est un sujet que je laisse à l'expert. Question à 100 000 yards. Bon, un peu moins. On parle bien de super lourd. Ça, la sémantique est importante. Donc super lourd, c'est au-dessus de 40 tonnes. Désolé de revenir sur la sémantique, mais donc au-dessus de 40 tonnes de capacité en orbite basse. Pourquoi est-ce que c'est important ? Je suis complètement d'accord avec toi. 100% aligné. Il y a une échelle de temps qui est très compliquée à voir. Personne n'imaginait qu'on aurait le marché pour envoyer 150 Falcon 9 par an. Personne pensait qu'il y aurait le marché pour faire des petits satellites qui prenaient de la donnée il y a 10 ans. Voilà, ici 10 ans, oui, mais 15, 20 ans. Parce que ça n'existait pas. Donc Starship, c'est ce genre de produit qui va complètement changer la donne. Maintenant, projetez-vous. Dans 50 ans, je pense que c'est
relativement safe, en tout cas je l'espère, qu'il y aura énormément d'activités dans l'espace, que ce soit des activités économiques, que ce soit de la recherche, que ce soit ce genre de choses. On fabriquera des choses dans l'espace, massivement. Tu parlais de Space Cargo, c'en est un des exemples et j'y crois extraordinairement. Donc on aura besoin de logistique, pure et dure. Le lancement, c'est de la logistique. En tout cas, la partie terre-espace, et puis après, il y a une partie espace-espace, mais c'est de la logistique pure et dure. Est-ce qu'on accepterait, alors je ne vais pas parler d'État, mais est-ce qu'on accepterait en Europe de ne pas avoir de port, de ne pas avoir de compagnie de transport, de compagnie de livraison, de ne pas faire nos bateaux, de ne pas faire nos camions? Je pense que c'est difficile. On ne peut pas se permettre d'avoir une indépendance sans avoir ça. Or, on est sur des technologies, encore une fois, qui snowball, qui ont un effet boule de neige énorme. Et le fait est qu'aujourd'hui, on n'a pas du retard sur le super lourd, on a du retard sur le réutilisable moyen. Enfin, c'est quand même du lourd, 20 tonnes, mais moyen lourd. Donc du côté Falcon 9. Donc on a quand même un gros gap à aller chercher. Mais je pense que c'est absolument nécessaire, parce que comme j'ai dit, si on se projette dans 50 ans, alors je sais que c'est compliqué, hein, on n'a plus Mesmer, malheureusement, qui nous guidait, mais ça fait partie des choses qu'il faut voir à l'avance. Maintenant, sur la définition, sur la question pure qui est est-ce qu'on a besoin d'un lanceur super lourd, je suis pas convaincu. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir une capacité de déploiement d'énormément de tonnage, probablement 100 fois ou 1000 fois plus qu'actuellement en Europe. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire avec un lanceur lourd. Enfin, super lourd. Vous pouvez le faire avec un lanceur lourd, par exemple. La question, c'est est-ce que les superstructures ont besoin d'un volume gigantesque et d'une masse gigantesque d'un coup? Et là, c'est des sujets d'optimisation, c'est des sujets économiques, et je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que ça me dépasse complètement. J'imagine que vous avez un avantage à pouvoir faire rentrer un objet de 50 mètres de haut au lieu de devoir le construire en orbite. Je le comprends parfaitement. Maintenant, le problème de ces objets-là, c'est qu'il faut énormément de cadence pour les justifier et pour les rentabiliser et pour faire en sorte qu'ils soient pas chers. Et donc là, ça va être qui de la fou de la poule. Et là, c'est un gros pari parce que c'est des objets qui coûtent quand même très cher. Et SpaceX a mis tous ses œufs dans le même panier avec Starship. Moi, je suis plutôt de l'équipe à penser que aux alentours entre 15 et 40 tonnes, c'est pas complètement stupide. Surtout si vous avez une configuration qui peut évoluer, c'est-à-dire qui peut prendre en hauteur, qui peut prendre en largeur, réutilisable bien évidemment, les 2 étages. Et que si vous allez chercher une assez bonne cadence, grâce à un marché de satellites commerciaux qui, là, pour le coup, est assez porteur, on arrivera à réduire le prix au kilo pas très loin de ce que peut faire un Starship. Donc, j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas forcément besoin d'un super lourd. À terme, peut-être, mais déjà, on peut passer par un lanceur très haute cadence qui est compétitif de Starship et qui nous permet quand même de déployer un sacré tonnage en orbite en Europe. Enfin, voilà. Après, là, je te laisse sur le super lourd, sur les besoins de... Non, tu as raison. Il y a la petite subtilité des compromis, effectivement. Je vous parlais de l'impression 3D directement dans l'espace. Effectivement, il y aurait d'autres manières de le faire. Mais voilà. J'imagine, je réfléchis aussi en termes de souveraineté. Qui sait demain? On va observer ce qui se passe aussi côté Starship, etc. C'est ça un petit peu la frustration parce que on va rester positif par rapport à la question tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses qui se passent aux US. On a les idées et en ce moment, c'est plutôt eux qui le font rapidement. Donc il y a peut-être des choses qu'on va voir arriver à travers Starship où on va se dire voilà, donc je serais plutôt du type prenons le pari. Alors, et puis entre guillemets, on verra. Mais là, à votre bon cœur, messieurs, dames, qui pariera pas. Est-ce qu'il y a une dernière question? Merci déjà pour la table ronde. Moi, je suis pilote innovation, donc j'ai particulièrement apprécié la description de vos 2 systèmes d'innovation. J'ai une question sur, on parle de superstructure, de beaucoup de tonnage. Par rapport au syndrome de Kessler, c'est quoi vos politiques là-dessus pour réfléchir à ce problème? Alors, syndrome de Kessler, c'est une vraie bonne question. Et c'est pour ça, alors c'est une question compliquée, donc je vais déjà dire une chose, le développement durable, chez nous, c'est traité directement au niveau de la stratégie. Historiquement, alors je ne sais pas s'il y a des personnes proches du RSE ici, traditionnelles,
pas de... Comment dire, pas d'insulte là-dessus, mais traditionnellement, c'est des fonctions qui sont très au fond des organisations de grands groupes. Chez nous, c'est au premier plan parce que c'est une vraie discussion, une vraie réflexion. Et typiquement, je ne suis pas sûr qu'on serait à l'aise avec une autre implication sur une méga constellation comme Starlink, où on parle de plusieurs milliers d'objets. C'est à la fois en termes d'entreprise, mais aussi de l'ADN de nos employés, très clairement. Je pense que ça serait un petit peu compliqué. Donc, oui, clairement, on a ça en tête. Il y a des thématiques qui arrivent aussi, hein, par exemple le trafic spatial, donc tout ce qui est space situation. Donc, faire en sorte que quand vous avez un satellite dans l'espace, comme un avion qui, avec le contrôle aérien, va bien du point A au point B, sans se prendre un autre avion, etc., ben, c'est en train de se professionnaliser, entre guillemets, dans le spatial également là-dessus. Ben, c'est un sujet qu'on prend à bras le corps, typiquement, en réfléchissant même à toute la problématique des débris qui existent déjà. Je pense, nous aussi, en tant qu'entreprise, mais même en tant que citoyen, on serait assez mal à l'aise avec ce que d'autres pays ont pu faire, qui a été de shooter juste pour voir si leur missile marche bien, d'aller shooter des choses dans l'espace qui créent des débris, etc. Donc, on prend ça très au sérieux. On regarde aussi, alors je ne vais pas forcément pouvoir parler de toute la stratégie, mais il y a aussi des sujets de circularité dans l'espace qu'on regarde. Donc, par rapport à envoyer des choses, il y a déjà la LOS, la loi de désorbitation, je ne sais plus le terme exact, mais bref, maintenant, quand vous lancez depuis la France, où une entreprise française lance quelque chose dans l'espace, elle se doit de faire en sorte que ça ne va pas être un déchet, que ça va être désorbité, se désintégrer. Nous, on va un cran plus loin pour se dire, OK, tout ça, est-ce qu'on pourrait le recycler? Est-ce qu'on pourrait ramener les satellites, les réutiliser, tout comme il y a les lanceurs réutilisables, etc. Donc, il y a un vrai sujet derrière dans ce que vous dites. C'est pas simple, mais on y travaille. Oui, je vais très rapidement, du coup. Je vais commencer par de la provoque et puis ensuite je reviendrai à du normal. On n'arrête pas le progrès. Si l'Europe veut arrêter... non, on n'arrête pas le progrès. On n'a jamais arrêté le progrès. Quand est-ce qu'on a arrêté le progrès? C'est une vraie question, tu peux répondre. Basé sur une supposition. Non mais aujourd'hui, basé sur une supposition. Je suis volontairement dans la provoque. Hein. Le fait est que, bien évidemment, on ne peut pas se permettre d'avoir un syndrome de Kessler. Parce que là, ça ferait... Comme je dis qu'on n'arrête pas le progrès, je suis la première personne à dire qu'il ne faut pas qu'on ait un syndrome de Kessler parce que ça serait le plus gros coup à l'humanité depuis pas mal d'années. On reculerait considérablement. Donc il ne faut pas un syndrome de Kessler. Maintenant, comme on n'arrête pas le progrès, il va falloir trouver des solutions. Comment est-ce qu'on trouve les solutions? Elles sont technologiques pour certaines. Tu as parlé du Space Situational Awareness. Les satellites, maintenant, c'est plus les années 60. On envoie des satellites qui ont des moyens de se déplacer, qui ont des moyens de détecter et qui ont des moyens de se désorbiter. Donc les nouveaux satellites qu'on envoie, il faut absolument, et il faut les forcer à se désorbiter. Les lanceurs, pareil. Moi, mon deuxième étage, je le désorbite. Ça me coûte environ 50% de la performance du deuxième étage. Mais... on n'était pas forcé de le faire. En tout cas, la loi est arrivée après, donc on est content au moins d'avoir préempté la loi, mais on n'était pas forcé de le faire. D'ailleurs, la preuve, Ariane 5 était sous dérogation permanente depuis la fin des années 90 et n'a jamais désorbité ses deuxièmes étages. Nous, on les désorbite et Ariane 6 le fait également, et c'est très bien, il faut que tout le monde le fasse. Donc nous, on a pris cet engagement-là, pas parce que quelqu'un nous le forçait, mais bien parce que on considère que si on veut avoir un business d'ici 10 ans, il faut bien qu'il reste de l'espace à se partager. Je vais finir par dire que tu as parfaitement raison. Je pense que de toute façon, d'ici 10 ans, on n'aura pas les mêmes types de satellites. On aura de l'économie circulaire sur l'espace, pas forcée, mais parce qu'elle est économiquement plus rentable. On va récupérer des composants, on va faire revenir des satellites, les rétrofit, les relancer, parce que ça, c'est un des gros sujets. C'est qu'aujourd'hui, l'industrie va tellement vite que les satellites, au bout de 5 ans, et encore 5 ans, c'est généreux, en tout cas les petits satellites, les plus petits satellites, sont assez obsolètes. Et donc, il faut en renvoyer. Donc ça va changer. Et après, il ne faut pas non plus polariser le débat autour des mauvaises actions de certains, ou en tout cas des actions, on va dire, particulièrement visibles de certains. Il n'y a pas deux Starlink, hein. Il n'y en a qu'un, pour le moment. Non, mais il n'y en a qu'un. Et
je veux dire, on ne peut pas mettre tout sur le même pied d'égalité et se pose la question de est-ce que nous, on veut restreindre nos avancées, nos technologies, notre souveraineté, parce que les États-Unis font ce qu'ils veulent. J'ai pas la réponse à cette question parce que je suis pas président de la France. Mais et la réalité, c'est que c'est une question compliquée. Mais enfin voilà, globalement, donc oui, on a peur du syndrome de Kessler et oui, il faut préserver. Maintenant, l'intérêt de tous les acteurs économiques, c'est de préserver cet espace qu'on partage. Maintenant, il ne faut pas non plus rentrer dans le sensationnalisme. L'espace est particulièrement grand, mais genre vraiment très très grand, extraordinairement grand. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est tous les satellites bout à bout, y compris la station spatiale internationale, on ne fait pas Paris-Reims. Or, l'espace est considérablement plus grand que la surface de la planète. Et juste en petit aparté, évidemment, là, on est dans un modèle vertueux. Après, on ne maîtrise pas toutes les puissances qui ont envie de faire la guerre là-haut. Ça, c'est encore autre chose. Ouais, la peur principale, c'est ça. Hein. C'est une guerre de privatisation. Enfin, une guerre, totale ou pas totale, mais qui mène à de la privatisation d'accès à l'espace, c'est-à-dire shooter des satellites. Ça serait horrible. Ça serait terrible. C'est probablement le risque principal de perte d'accès à l'espace. Maintenant, je ne crois pas non plus dans le fait qu'on va aller chercher les débris, etc. Il faut attendre. Tout ce qui a été fait depuis les années 60, c'est fait. On peut s'en plaindre, on le fait, nous les premiers, mais on n'a pas grand-chose à faire. Maintenant, ce qu'il faut s'assurer, c'est que chacun des nouveaux objets qu'on envoie ne finit pas par devenir un débris. Moi, j'avais une question, mais beaucoup plus écosystème et moins sur la partie technique, notamment quand vous parliez de tous les enjeux du financement de l'innovation. Je voulais savoir aujourd'hui, à l'état actuel, quel est le contexte de la relation entre le spatial et les autres industries, justement, dans le sens où c'est vrai que au niveau européen, quand on parle d'innovation, on parle en termes d'industrie. La santé a besoin d'argent, le spatial a besoin d'argent, etc. Les automobiles ont besoin d'argent. Je voulais savoir à quel dans quelle mesure il y a vraiment un travail coopératif entre les différentes industries pour pas penser seulement en termes d'une industrie, mais finalement en termes de besoins. Par exemple, je vois que là, de plus en plus, la santé commence à réfléchir à l'usage du spatial pour aller faire de la recherche et autres. Quelle est aujourd'hui, cette dynamique de inter-écosystème et de inter-industrie qui, peut-être qu'il y a même des industries aujourd'hui qui n'ont jamais considéré le spatial et qui, en fait, pour innover plus tard, le spatial est super intéressant. Donc, je vais savoir aujourd'hui quelle est cette dynamique et cet écosystème-là. Alors nous, dans notre philo, il y a, au-delà du mot écosystème, il y a l'ambidextrie organisationnelle, il y a un autre concept qui est la sérendipité, qui est ultra fort chez nous. Donc sérendipité, on va naturellement, et après je vais arriver au niveau financement et porosité, mais on va naturellement dans des environnements où on va se retrouver justement mélangé entre industries. Donc il y a je ne sais pas comment appeler, des organisations où n'importe quel grand et plus petit groupe peut venir. Et il va y avoir des gens de la santé, typiquement. Il va y avoir des gens qui sont sur les matériaux. Il va y avoir des gens du pétrole. Il va y avoir nous. Ça, c'est le premier niveau, on va dire, pour avoir un petit peu sentir ce qui se passe, etc. Et après, typiquement, sur nos projets intrapreneuriaux dont je parlais, par exemple, quand je parlais du digital, typiquement, on a été passer du temps, justement, dans des conférences, dans des environnements dédiés au digital, pas le spatial. En tant que grand groupe, je dirais, on trouve pas, tous les grands groupes n'ont pas forcément cette philo, mais on arrive quand même à croiser. Et pour moi, c'est la clé finalement, pour que le spatial aussi arrête. Je sais qu'il y a un côté peut-être historiquement dans Thales, quand je suis passé dans la branche spatiale, on m'a dit tu vas chez les seigneurs de Thales. Parce que le spatial, c'est quelque chose d'ultra noble, etc. Je pense que c'est en train de changer, c'est toujours très sympa. Et vraiment, pour rien au monde, j'irai travailler dans une autre industrie au jour J, par rapport à ce que j'ai pu voir avant. Par contre, il est super important, effectivement, qu'il y ait cette porosité. Donc, on y travaille tous, avec l'automobile, avec un grand groupe de logistique et transport français. On a typiquement passé pas mal de temps à réfléchir à ce qu'on pouvait faire entre nos deux industries. Et on commence à faire aussi des projets sur tout ce que je disais également, data center. Il est clair que le sujet, ce n'est pas le spatial qui va inventer les data centers et les mettre dans l'espace. Si ça doit se faire, c'est plutôt qui fait des data centers aujourd'hui,
qui a envie de voir avec nous pour les envoyer dans l'espace. C'est dans ce sens-là. Donc, il y a encore plein de choses à faire, mais la clé, je vous remercie pour la question, parce que je pense qu'à la fin, c'est ça la clé. C'est comment on travaille tous en écosystème global, pas juste une industrie avec l'autre. Pour terminer, la pharmacie. Alors là, je me souviens à une époque, on a été quelques-uns à commencer à contacter des gens comme Sanofi, Pfizer, etc. Après, il se trouve que dans la chaîne de la valeur, on n'est pas les fournisseurs directs de ces gens-là. Donc typiquement, c'est les entreprises comme Space Cargo dont on a parlé, sur lesquelles on va s'appuyer. Donc encore une fois, il y a l'écosystème premier, deuxième, troisième niveau, etc., à travers lequel on crée ces connexions, parce que si on reste effectivement juste dans le spatial, on ne va pas être positif et Anaïs ne va pas être contente. Donc, Je vais compléter. Bon, nous, côté lanceur, je peux parler que de nos partenaires industriels. Et là, nous, on va chercher partout. Hein. Vous avez déjà fait de la tôlerie dans votre vie, vous faites des réservoirs maintenant. Vous avez fait des vannes pour des sous-marins nucléaires, vous faites des vannes pour du spatial maintenant. Donc nous, on prend n'importe qui. Franchement, si vous avez le talent, etc., on bosse avec n'importe quel fournisseur. Et on les fait monter en compétences quand c'est nécessaire, et ils nous font monter en compétences quand c'est nécessaire. Donc cette porosité, elle est plutôt simple. Par contre, maintenant je vais parler un peu plus large sur le secteur, tu as parfaitement raison, je pense qu'on n'est même pas à la surface de l'iceberg, quoi. Sur le potentiel du spatial dans le reste des industries. On a parlé du pharma, mais en fait, ça va tellement plus loin. Ça va pas plus tard que hier. On parlait d'un besoin, avec un État qui a un besoin de surveillance de certaines infrastructures. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient le faire. Ils achetaient des données aux Américains. Mais ils disaient oui, mais ils peuvent nous les couper, etc. Je fais, vous pouvez acheter des satellites, les gars. Ah oui, c'est pas faux. Donc ça, c'est les plus évidents, mais il y en a plein d'autres. On a John Deere qui veut équiper ses tracteurs. On a l'automobile qui voudra également rajouter plein de capteurs et directement connecter. On a les plus évidents récemment avec Starlink qui équipe Air France, qui va équiper Air France et qui équipe plein d'autres compagnies aériennes. Donc maintenant, les modèles un peu plus funky, il faut y arriver. C'est une combinaison entre du techno-push côté spatial, c'est-à-dire tenter des choses parce qu'il faut y aller, et du market pool. Je pense que, encore une fois, je les cite parce que tu l'as cité aussi, parce que je trouve qu'ils font des choses assez extraordinaires. Space Cargo, ils sont pile poil entre les deux. C'est qu'ils font du techno-push, parce qu'au bout d'un moment donné, personne en pharma va commencer à réarranger des molécules pour faire des médicaments s'ils n'ont pas la capacité de le faire. Et ils vont pas vous appeler en disant bonjour. Alors on a pensé qu'en fait sans microgravité ça va être super intéressant. Non, ils font pas ça les mecs. Donc c'est à vous de le faire. Et à la fois, il faut réussir à chaque étape d'aller. Et c'est ce qu'a fait super bien Nicolas de Space Cargo, aller chercher les clients à chaque étape, commencer par l'ISS et puis au fur et à mesure développer ses propres capacités en propre. Donc ouais, c'est toujours cet entre-deux un peu bizarre. Et parfois dans le spatial, on était très très techno-push, mais du coup sans trop penser à l'évangélisation des utilisateurs finaux et sans de porosité, et parfois même avec les gens qui fabriquent les satellites ou même les gens qui les opèrent. On a des gens qui opèrent des satellites qui savent à quoi sert la donnée, mais qui ne savent pas du tout la vendre ou la mettre en valeur ou expliquer pourquoi. Parce que là, vous allez pouvoir avoir une meilleure résolution pour votre champ. Super, mais l'agriculteur, il s'en fout d'une meilleure résolution pour son champ. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de bénéfices, en termes de chiffre d'affaires ? Donc il y a du travail sur l'évangélisation, il y a du travail sur la porosité entre les industries, et il y a cette incertitude qui doit être financée sur cette partie beaucoup techno-push qui peut mener à rien, parce que ça fait partie du risque d'une industrie qui innove, et une partie market pool qui est absolument nécessaire, parce qu'in fine, on vend pas à personne. Je sais pas comment le dire. Merci pour vos questions et pour votre écoute, et surtout un grand merci Stanislas et Vincent de nous avoir partagé votre expertise aujourd'hui.